Il y a encore un mois, Karine et son fils menaient une vie paisible à Vorep, une petite ville près de Grenoble. Regarde. On habitait avec papa là-bas. Tu te rappelles? Avec papa? Ben, c'est où on habitait tous les trois. Un bonheur familial qui a explosé le 23 juillet dernier, quand les gendarmes sont venus arrêter son compagnon. La justice l'accuse d'avoir tué dans le quartier 2 petites filles. C'est beau. Depuis, Karine est une véritable pestiférée dans la cité. Elle a été obligée de fuir son domicile par peur de représailles. Maintenant, elle est obligée de se tenir à bonne distance de chez elle. Donc là-bas, et donc je ne peux plus rentrer chez moi, je ne peux plus habiter. Pourquoi? Parce que j'ai été menacée et agressée. Ils ont tapé dans ma porte, ils ont sonné. Ils m'ont dit que j'étais un monstre, que je vivais avec le tueur d'enfants. Donc on aura ta peau, sale salope, on aura ta peau. Donc voilà. Pendant l'entretien, une voiture ralentit. Je sais pas, il y a une voiture qui arrive là. Karine pense que le conducteur l'a reconnue. Oulala, il s'est arrêté là-haut, mais moi je me casse d'ici. Hein. Moi je pars d'ici, viens. Moi j'ai peur, moi je me casse d'ici. Ouais, il m'a repéré, alors c'est pour ça que moi je reste pas ici. Oh, c'est bon, hein. Mais dépêche-toi, toi. Si la jeune femme est la cible de toutes les insultes, c'est parce que les meurtres qu'aurait commis son compagnon Georges avaient traumatisé toute la région. Il est accusé d'avoir tué 22 ans plus tôt Sarah, 6 ans, et Saïda, 10 ans. Georges, le meurtrier présumé, était connu dans le quartier comme un bon père de famille. Il aurait pu mener cette vie tranquille encore bien longtemps, mais c'était sans compter sur les progrès de la science. Georges a grandi dans la petite ville de Vorep. Il est l'aîné d'une fratrie de 3 garçons. Dès son entrée à l'école, Georges se montre différent. Il a du mal à apprendre. Le garçon ne retient rien. C'est mamie. Allez, hop. Aline, sa mère, est désemparée. Il a commencé à grandir. Il n'a pas fait une école maternelle normale, il n'a pas fait le CP normal, il n'a pas fait de collège, rien. Absolument rien. C'est-à-dire? Il sait ni lire, ni écrire, ni compter. Voilà. Malgré son handicap d'apprentissage, Georges essaye de suivre une scolarité. Mais il est mal dans sa peau et à 12 ans, il se réfugie dans la drogue. Il se sentait pas comme les autres. Il se droguait très tôt. Il commence à quoi, à 12-13 ans. Il fumait du ça a été le drame. À son comportement, il venait affreux. À cause de ça, à cause de la drogue? Oui, certainement. Affreux. Sa consommation excessive de drogue le rend même violent. Il arrivait à baver la mousse. Il m'a jeté contre les vitres. Adolescent tyran à la maison, le garçon semble bien cacher son jeu à l'extérieur, où il apparaît plutôt calme et sympathique. Personne ne s'en méfie. Le 15 avril 1991, Georges traîne dans son quartier. À cette époque, il a 15 ans. L'adolescent croise la petite sœur d'un ami à lui, Sarah, 6 ans, qui joue en bas de chez elle. Ce jour-là, on fête la fin du ramadan. Dans les rues, il y a du monde. À 21h, les parents s'aperçoivent de la disparition de leur fille. Toute la cité part à sa recherche. Son corps est retrouvé le lendemain dans ce bois. Selon les enquêteurs, le tueur aurait tenté de la violer. Serge Puyot, journaliste local, suit cette affaire depuis le début. Voilà, donc c'est dans ce petit bois, juste derrière l'immeuble de Sarah, que le corps de la fillette a été retrouvé. Lorsque les gendarmes arrivent, ils constatent effectivement que la petite fille a été étranglée. Elle porte une trace de strangulation au niveau du cou. On retrouve juste à côté du corps un mouchoir en papier taché de sperme, un petit paquet de mouchoirs également à côté. Voilà, des indices qui s'avéreront très importants par la suite. En 1991, les analyses ADN n'existent pas encore et les traces biologiques retrouvées ne peuvent pas être exploitées. En revanche, les gendarmes trouvent une empreinte digitale sur le paquet de mouchoirs sur laquelle ils fondent tous leurs espoirs.
Mais selon le colonel Rougier de la section de recherche de Grenoble, les enquêteurs vont vite déchanter. Elle n'est pas de très bonne qualité et elle ne permet pas, lorsqu'elle est rentrée en base, d'identifier l'auteur. Persuadés que le meurtrier connaissait la petite fille, les gendarmes lancent une opération de grande envergure. Ils recueillent les empreintes digitales d'1 millier d'hommes qui habitent la cité, sans résultat. Georges passe entre les mailles du filet, car il réside en bordure du quartier. L'enquête patine. Pendant 5 ans, le meurtrier ne va plus faire parler de lui. Georges suit une formation professionnelle pour être peintre en bâtiment. Mais à 17 ans, il abandonne tout. Sans aucun diplôme, il reste à la maison et continue de fumer beaucoup de Les crises de violence de Georges empirent, tellement que sa mère est obligée de faire appel aux gendarmes. Le jeune homme est interné dans cet hôpital psychiatrique à Saint-Égrève. Il en ressort au bout de quelques jours, car les médecins ne l'auraient pas jugé dangereux. Pourtant, le dimanche 24 novembre 1996, Georges serait repassé à l'acte. Le jeune homme a maintenant 21 ans. Il se balade à VTT dans le quartier où a eu lieu le premier meurtre. Là encore, comme la première fois sur son chemin, il rencontre la petite sœur d'un ami à lui, Saïda. La fillette de 10 ans se rend au gymnase de son quartier, mais elle disparaît subitement. Son corps est retrouvé 2 jours plus tard, à quelques kilomètres de son domicile. Donc c'est au bord de ce canal que la petite Saïda Berche a été retrouvée en 1996. Le corps était en partie immergé dans l'eau. L'autopsie démontrera qu'elle n'a pas été violée, qu'elle est morte étranglée. Son agresseur l'a étranglée avec une manche de son sweatshirt. On sait que l'eau crée pas mal de dégâts, notamment au niveau d'éventuelles empreintes ou de l'ADN. Donc les gendarmes sont confrontés effectivement à de grosses difficultés au niveau des relevés d'indices sur cette scène de crime. À cette époque, les techniques de recherche ADN en sont à leur balbutiement. Les analyses sur les vêtements de la petite fille ne donnent rien. Les gendarmes passent la zone au peigne fin. Ils espèrent y trouver une preuve qui les mènera au meurtrier. Sans succès. L'enquête ne repose plus que sur des témoignages assez vagues. Certains témoins ont vu la fillette accompagnée d'un jeune en VTT qui donc progressait sur un chemin qui est situé un peu en amont. Et ensuite, d'autres témoins ont vu ce jeune en VTT revenir seul. Des dizaines de jeunes possédant un VTT sont alors entendus. Et parmi eux, Georges. Le jeune homme raconte qu'il s'est bien promené à vélo cet après-midi-là. Mais à aucun moment, il n'aurait croisé Saïda. Les enquêteurs n'ont pas de raison de le suspecter et le laissent repartir. Pas de preuves matérielles exploitables, pas de pistes sérieuses. Seule conviction pour les gendarmes, ce crime ressemble étrangement au meurtre de Sarah. Pendant plus de 20 ans, ils vont chercher le meurtrier, sans succès. Et c'est le hasard qui va les mettre sur la bonne piste. À Vorep, personne n'imagine que le meurtrier présumé vit tout près, dans le quartier de ses victimes. À 32 ans, Georges est maintenant diminué physiquement. Il est atteint d'une maladie génétique incurable, la maladie de Steiner, qui lui atrophie ses muscles. Il vit de petits boulots dans une structure pour handicapés. C'est là qu'il rencontre Karine. Patrice est née 2 ans plus tard. Pour Karine, Georges est incapable de commettre un tel crime. Il était sympa, il n'y avait rien d'anormal, hein. On rigolait, C'était un garçon qui était très gentil. Franchement, c'était quelqu'un de doux, c'était un amour. C'était un amour pour l'entourage. Et aussi pour ses voisins. Le plus surprenant, c'est que Georges entretient de bonnes relations avec la maman de la petite Sarah, sa première victime. Il lui présente même Karine. Elle m'a accueilli avec le café, les gâteaux. Donc pour moi, ça me fait... C'est dur à avaler, quoi. C'est chaud, hein, On a éclaté, c'est dur, j'arrive pas, quoi, On n'arrive pas à y croire, une chose pareille. On n'y arrive pas. C'est pas possible. C'est un cauchemar.
C'est un cauchemar. Ah ouais, Ça va passer, c'est un cauchemar. Tout bascule pour Georges en 2008. Il est arrêté pour détention de stupéfiants. On lui prélève alors ses empreintes digitales et génétiques. Georges est désormais inscrit au fichier des délinquants. Plusieurs fois par an, la justice fait des points sur les affaires non élucidées. Début 2013, une juge décide de renvoyer au laboratoire les scellés des 2 meurtres. Et incroyable, 22 ans plus tard, les éléments retrouvés sur les scènes de crime livrent enfin leur secret. Sur le chemisier de Sarah Assiad a été retrouvée une trace de sperme qui n'avait pas été identifiée jusque-là et au sein de laquelle le laboratoire a trouvé un ADN nucléaire qui a permis d'identifier l'auteur présumé. Les scientifiques retrouvent exactement la même trace ADN sur le sweatshirt de la petite Saïda. Le 23 juillet dernier, Georges est placé en garde à vue. Dans un premier temps, il tient tête aux gendarmes. Mais face aux éléments matériels, il finit par craquer, mais plaide la folie. Jean-Yves Coquillat, le procureur de la République, est en charge de ce dossier depuis 1 an et demi. Pour lui, il ne s'agit pas de meurtre. Dans le premier cas, il dit qu'il a rencontré par hasard Sarah Assiad et puis qu'il a pris un coup de folie. Il aura même l'expression devant le juge d'instruction « le diable est entré en moi ». Et puis après, eh bien, il ne sait pas ce qu'il se passe, si ce n'est que la petite fille est morte, et il s'en va. Et pour la deuxième, il a reconnu qu'il l'a frappée simplement à la tête et qu'il est parti, la laissant vivante. S'il y a des traces génétiques sur son sweatshirt, c'est qu'il a réajusté celui-ci sur les épaules de la petite avant de partir. Bon, naturellement, ces explications sont un peu surprenantes, mais voilà. Georges avait-il conscience de ce qu'il faisait au moment des faits? Ou a-t-il cédé à un coup de folie, comme il le prétend? D'après Maître de Combar, son client n'a rien à faire en prison, mais devrait être enfermé dans une unité psychiatrique. Pour moi, il n'a pas toutes ses facultés mentales. Puisque moi-même, qui suis son conseil, je constate qu'il a des difficultés à s'exprimer et à tenir des propos tout à fait cohérents. S'il est jugé irresponsable de ses actes, ça signifie que sa place n'est pas dans une maison d'arrêt, mais dans un hôpital. Ce n'est pas du tout l'avis de Maître Hartmann de Sicot, un des avocats des familles des victimes. Ce qu'on sait de façon certaine, c'est que moins d'1 an avant la commission du 2e meurtre, il faisait son service militaire, il n'a pas été exempté pour ce service, et les personnes qu'il côtoyait à l'époque confirment qu'il était en bonne santé. Si Georges est reconnu coupable, il risque la perpétuité pour l'assassinat de Sarah et de Saïda, commis il y a 22 ans.